Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Roger. Vous allez bien, hein? Et Roger, bonjour. Ben, attendons quelques minutes comme on fait souvent. Attendons que les autres soient là. Ici à Kinshasa, il pleut fortement. Moi d'ailleurs, j'étais chez moi à la maison là, mais je dois me déplacer parce que ici je n'ai pas une bonne connexion sous la. Je dois me déplacer. Je me mets en muet et je vais juste m'asseoir quelque part. Mais parfois, nous vous captons difficilement. Si c'est dû à la machine, ou bien, bon, je ne sais pas. Donc, la voix sort vraiment. Allô, monsieur Roger. Oui, allô, je n'ai pas bien compris ce que Monsieur Chimana est en train de dire. Je pense que c'est lui qui parlait, hein. Oui, là, c'est bon maintenant. Je disais que Il y a un parfois, nous grand captons écho. difficilement. Vous-même aussi, on vous entend pas. Ah Je bon? vois, il y a un écho qui dit, je vous entends trois fois. Ah Ah bon? bon? Donc, c'est Donc un c'est un problème problème, peut-être de peut-être la de la connexion connexion Internet, Internet, quoi. quoi. Ben, moi, j'étais en train de dire aussi, à Kinshasa, il est en train de pleuvoir. Euh, je suis obligé de me déplacer. Vous n'entendez pas bien parce que je suis dans la voiture. Je suis juste en train d'aller dans mon bureau. Ok, ok. Nous Nous attendons. attendons. Merci. Mais on attend les autres, hein. On peut dire d'ici 5 minutes, par là, on va démarrer. Ok, Ok, monsieur. merci.
Ok, je pense bonjour une fois de plus à ceux qui nous rejoignent. Je pense qu'on va démarrer là. On a quand même attendu pratiquement 14 minutes même, j'ai l'impression. Voilà, ceux qui ont pu être là vont rester avec nous. Et si ils ne le peuvent pas, en tout cas, ils vont nous rejoindre. Je vais basculer, je vais juste basculer sur mon laptop pour que nous puissions clôturer le module 3 et entamer déjà le quatrième module en ce jour. Vous êtes là, hein? J'ai l'impression d'être seul là. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là, nous sommes là. Ah, ok. Oui, on vous Ça, suit. ça me rassure. Ça me rassure de savoir que vous êtes là. Merci. OK. Je pense que j'ai pu basculer. Dans notre programme, il était question que nous puissions parler par rapport à tout ce qui est en module 3, la sécurité. Pardon. On devait parler de comment est-ce qu'on devait ou on pouvait organiser la sécurité des services informatiques. Nous avons parlé de manière générale de comment est-ce que cette sécurité-là devait ou pouvait être faite. Et ensuite, nous avons vu qu'il était très important de réfléchir d'abord sur mettre en place une politique de sécurité. Et après avoir parlé de politique, nous avons dit qu'il était important de réfléchir sur les vulnérabilités, mettre en place des outils qui peuvent chercher, détecter les failles et les vulnérabilités. Désolé, quelqu'un a frappé à la porte de mon bureau, donc je me suis levé promptement. Donc, j'étais en train de dire que le plus important, c'est d'organiser maintenant, après avoir mis en place les politiques et les procédures, savoir utiliser des outils pour détecter les failles dans les systèmes, dans les applications, les failles dans le développement. Parce que, comme on dit, le mal peut venir de partout. Donc, il faut être prudent. Alors, dans notre programme de formation, il était question que nous puissions
travaillé pour mettre en place un serveur antivirus. Le petit souci que j'ai eu, c'est le souci que nous avons sur la plateforme parce que j'ai un outil, voilà, c'est que je pense que je vais faire quelque chose. Il y a une vidéo dans la plateforme que je vais vous partager parce que cette vidéo-là, c'était important que vous puissiez voir cela avant que vous-même puissiez passer à la pratique. Voilà ce que je vais faire. Je vais partager, je vais me connecter, je vais me connecter sur la plateforme des cours. Et puis, de là, je vais jouer la vidéo. Donc, ça va être la même chose. L'objectif sera atteint, donc vous pourrez voir comment est-ce que dans une entreprise, ils sont en train de mettre en place un serveur Kaspersky, les étapes qui sont faites. Et puis maintenant, nous, on en profitera. J'espère qu'on pourra le faire même à la séance de demain parce que j'ai un lab qui est prêt, mais je vais essayer un autre moyen de vous partager ça. J'ai déjà une idée. Je vais mettre ce lien sur YouTube et comme ça, vous allez prendre ça de YouTube. Parce que quelques-uns ont déjà leur problème d'accès résolu, mais pour les autres, j'ai encore parlé avec monsieur tout à l'heure avec monsieur Vivien et pour d'autres, c'est pas encore résolu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous le voyons. OK, merci. Oui, on peut voir votre écran. Merci. Donc, je vais partager mon écran et couper mon micro. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment installer KSC, Kaspersky Security Center, qui est la console de gestion et d'administration des produits Endpoint Security for Business. Donc, je suis Cyril Abolo, je suis fondateur et ingénieur avant-vente dans l'entreprise et de consulting, qui est une entreprise d'intégration spécialisée dans l'intégration et l'édition des solutions numériques. Donc, on opère sur tout ce qui est logiciel de gestion, ERP, intelligence artificielle, reporting, sécurité informatique. Donc, nous avons vous pouvez avoir des produits liés à une personne, notamment Kaspersky Antivirus et Kaspersky Internet Security. Et vous pouvez aussi avoir des produits orientés orientation et entreprise, notamment les solutions endpoint et security, que ce soit cloud ou business. Donc, nous allons aborder dans cette série de vidéos la partie endpoint security for business. Donc, c'est une version en fait de version endpoint qui peut s'installer dans une console de gestion on-premise, c'est-à-dire si vous avez une infrastructure avec plusieurs machines, des centaines de machines, vous pouvez installer une console qui permet d'administrer, de déployer, de monitorer, de déployer l'ensemble de vos solutions endpoint chez vos utilisateurs finaux. Par exemple, l'un des avantages, c'est que au lieu de déployer un par un les endpoints, c'est-à-dire les antivirus sur chaque poste, avec par exemple la console unifiée via par exemple un système Windows Server, vous pouvez faire un déploiement massif sur un ou plusieurs appareils, vous pouvez créer des stratégies, vous pouvez faire du monitoring, vous pouvez vraiment contrôler vraiment la sécurité sur tous les postes à partir d'une console de gestion. Donc la console de gestion unifiée des produits Endpoint Security for Business, c'est KSC. Pour Kaspersky Security Center, vous pouvez l'installer sur Windows, sur Linux ou sur Mac.
Donc, pour cette démo, on va installer ça sur Windows Server 2012. J'ai une instance Windows Server 2012, comme vous pouvez le voir ici. 2022 autant pour moi. Donc, j'ai une instance Windows Server. Avant de télécharger, avant d'installer Kaspersky, KSC, Kaspersky Security Center, il vous faut avoir SQL Server Express Pack 2. Donc, la version SQL Server Express est nécessaire pour installer KSC. Donc, une fois c'est fait, vous téléchargez KSC pour le système dont vous avez besoin. Ici, on va télécharger ça pour Windows Server. Donc, je vais prendre une KSC pour KSC 13 pour Windows Server. OK. Donc là, j'ai déjà téléchargé ça. C'est ça ici, KSC. OK. Là, je vais lancer l'installation. Je clique sur installer KSC. Là, j'attends ça extrait. Voilà. Donc, l'installation peut être rapide comme... L'installation dépend vraiment des caractéristiques de vos ressources. OK, donc il faut le .NET déjà activé. Et oui, je confirme les conditions d'utilisation. Oui. Localement, oui. Oui. Et oui, et oui, en fait, KSC vous permet d'avoir deux consoles, la console web et la console MMC. Donc, cette partie vous permet de sélectionner si vous voulez seulement installer la console web, la console MMC, ou bien si vous voulez installer les deux consoles. Moi, je vais installer les deux consoles. Ça va créer une instance locale. Ça va ouvrir un port dans votre machine, dans votre serveur, et vous pourrez administrer votre Security Center localement via cette console. Donc, moi, je vais choisir d'installer KSC avec les deux consoles. OK. Donc, ici, là, vous choisissez le nombre de périphériques. Bon, moi, je vais mettre moins de 100 appareils réseau. Et bon, je vais mettre ceci, entre 100 et ici. Et oui, maintenant, on vous demande de choisir la base de données. Ici, je vais choisir SQL Server Express, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure. OK, ici. Donc, normalement, ça va lancer l'instance SQL Server. Et puis, ça va vous demander de sélectionner la base de données. Le nom de l'instance SQL Server. Ça, c'est parce que j'ai déjà installé SQL Server. Si vous n'avez pas encore installé SQL Server, vous ne pourrez pas continuer cette étape. Bon, je vais laisser le nom de la base de données KV. OK. Bon, je vais utiliser l'authentification Windows, c'est-à-dire vu que je suis en mode super administrateur, ça me donne tous les droits. OK. Voilà, OK. Donc, l'installation de KS a commencé. Je vais d'abord arrêter la vidéo, le temps que ça installe tous les composants nécessaires au bon fonctionnement de KSC autant pour moi, KSC. Donc, je vous reviens à la fin de l'installation. OK. L'installation de Kaspersky Security Center 13 est terminée. Donc là, nous allons passer à quelques configurations basiques. Je vais cliquer sur suivant. Si j'utilise un serveur proxy, non, j'ai pas de serveur proxy. Activer activer l'application. Bon, je vais activer plus tard. OK. Qu'est-ce que je décide de protéger? Oui, je décide de protéger, oui, tout ce qui est tout. Je vais tout cocher, oui. OK. Voilà. OK. Bon, ici, je peux sélectionner les plugins. Je laisse par défaut, oui.
OK. Donc là, il va télécharger et installer les plugins nécessaires au fonctionnement. Voilà. Bon, je vais encore arrêter la vidéo le temps que ça finisse d'installer tous les plugins. Et je reviens après une fois l'installation terminée. Ok, comme vous pouvez le voir, l'installation s'est terminée. Normalement, après avoir installé, ça va vous demander de redémarrer le PC. Donc là, j'ai mon installation terminée. L'installation de KSC, Kaspersky Security Center, qui est enfin terminée. Donc, j'ai déjà installé tout le nécessaire. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons plus de détails, c'est-à-dire on va prendre cas par cas le déploiement, l'administration, la création des règles, la console web. Nous allons vraiment aborder cas par cas, au cas par cas la console de gestion. Voilà. Donc, si vous avez eu à suivre depuis le début, donc vous avez vu le but. J'ai dit, c'est qu'il y a un lab. J'aimerais bien qu'avant de faire ce lab, vous puissiez voir la vidéo. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cette réunion, je vais vous partager le lien YouTube de cette vidéo. Comme ça me permettrait qu'à la séance de demain, parce que demain, j'aimerais bien que vous ayez vos PC. Ceux qui se connectent avec les téléphones, vous ne saurez peut-être pas faire l'exercice. On va essayer de se mettre, on va fermer des petits groupes de 2 à 3 personnes. Et si ainsi, vous allez vous connecter, je vous donnerai les accès sur une machine, des accès distants. Vous vous connecterez sur cette machine. La machine a accès à Internet. Donc, on va créer 2, tout au plus 3 groupes. Et dans chacun de groupes, moi, je serai là aussi pour regarder comment vous faites. On choisira une personne qui sera peut-être sur la console, mais le but, ça sera d'installer un serveur antivirus. Pour chacun des groupes, il y aura un serveur antivirus et un PC. Le serveur antivirus, c'est Windows 2019 et le PC, c'est un Windows 10. Donc, vous pourrez voir comment vous allez installer votre serveur Kaspersky sur le serveur. Et puis après, vous installez le client, vous le déployez de manière à ce que votre machine cliente, le Windows 10, puisse avoir accès aux mises à jour. Et vous allez regarder aussi sur la console Kaspersky ce que ça va vous montrer. Vous verrez non pas seulement la machine ou les machines, je peux même mettre 2 machines que vous pouvez ajouter comme client et regarder comment Kaspersky fait cela. Il n'y aura pas seulement que les mises à jour antivirus, mais il y aura aussi les mises à jour côté patch de sécurité Microsoft. Donc, la plateforme, elle est là. Donc, c'est à ça que vous aurez accès demain. Je vous donnerai les accès pour tomber ici. Vous serez sur cette machine. Vous aurez accès à 2 machines. Je disais même que je pense que je peux en ajouter une 3e, rien que pour que vous puissiez, pour les besoins de l'exercice. Donc, voilà. Donc, pourquoi nous parlons de tout ceci? Parce que c'est très important que
vous ne puissiez pas vous arrêter dans les théories. Donc, moi, comme je l'ai dit, je suis pour qu'il y ait de la compréhension tout à fait technique. Mais après, vous savez, la sécurité informatique, même si vous avez défini la meilleure des politiques, en fin de compte, vous avez besoin de passer à l'action et d'utiliser des outils, d'apprendre à utiliser des outils. Je veux vraiment que pendant cette formation, vous ayez ce temps-là. Donc, c'est promis, pardon, c'est promis pour demain. Donc, c'est ce que nous allons faire demain. J'insiste, arriver à temps parce qu'à partir de 14h30, nous commencerons directement et ça sera cet exercice-là de la mise en place d'un serveur antivirus. OK. Alors, dans notre programme, après avoir parlé de tout ce qu'il y est antivirus, check des vulnérabilités, dans cette section, pardon, dans ce module consacré à la sécurité des systèmes d'information, nous avons un grand point, c'est celui des contrôles d'accès. Les contrôles d'accès physiques et les contrôles d'accès logiques. Et en quoi est-ce que cela est ou serait important pour bien conduire une mission dans les services informatiques ou dans la sécurité informatique. Je vais vous partager ce document. Je n'ai pas encore fini de le mettre aux couleurs. Donc, sinon, ceux qui ont des problèmes d'accès, demain, M. Vivien m'a promis que donc demain, en vous réveillant, vous aurez à nouveau vos accès au cours. Il a déjà travaillé avec quelques-uns parmi vous qui, je sais qu'ils ont déjà leur accès qui est en train de fonctionner. Alors, nous allons parler de ce qu'on appelle les moyens pour gérer le contrôle d'accès. Les contrôles d'accès, comment est-ce que vous gérez les accès à votre infrastructure? Alors, il y a plusieurs niveaux d'accès. Il y a l'accès physique et puis il y a l'accès logique. Je vais d'abord commencer par l'accès physique parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas dire que vous gérez très bien l'informatique si les gens peuvent entrer, accéder à votre salle de serveur sans même signer un document. Donc, quelqu'un entre là où se trouve le serveur, il ne signe aucun document. On ne sait pas qui était entré, à quelle heure il était entré, pour quelle raison il était entré. Et quand il est entré, il a fait quoi? Il est sorti quand? Les contrôles d'accès, c'est quelque chose d'important à implémenter pour la sécurité informatique. Normalement, vous devez prévoir un cahier, un tout petit cahier. On appelle ça quoi? Cahier cartonné de 200 pages. Là. Et sous ce cahier-là, il y a des colonnes, nom, poste nom, je ne sais pas quoi, heure, prénom, heure d'entrée, fonction, entreprise. Comme ça, on sait par exemple que non, c'est le gars de la clim qui était venu à 11h05 et il est sorti à 11h20. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour valider à côté. Ce que je vous dis, chers amis, c'est élémentaire et fondamental à la fois. C'est quelque chose qui semble basique, mais beaucoup de gens dans leur service informatique, ils pensent que la sécurité informatique, c'est d'abord avoir un logiciel sophistiqué d'analyse avec intelligence artificielle, d'analyse des données. C'est d'abord l'organisation. Contrôler les accès physiques à votre salle serveur et un cahier des logs, comme on dit, un cahier d'enregistrement. Ah tiens, telle personne est entrée. Ils vont signer même 1000 fois, même s'il fait 1000 tours. Il ne faut pas que ce soit du genre, bon, comme il était entré une fois, il peut entrer maintenant comme il veut. Non, non. Toutes les fois qu'il entre ici. Il faut opérer, mettre en place des contrôles d'accès. Très important. Mais à part le niveau physique, le contrôle d'accès,
c'est aussi quelque chose à faire sous le plan logique. Sous le plan logique, les gens accèdent au serveur. Les gens accèdent aux routeurs. Les administrateurs, surtout nous, les administrateurs des réseaux, on fait ce qu'on veut. On supprime les comptes des gens. On efface ceci. On efface cela. Je me souviens, il y a 10 ans exactement. Si ce n'est pas 10, c'est 9 ans. Je travaillais dans un projet. Microsoft avait décidé de verrouiller les comptes d'un de ses clients, une banque ici, je ne vais pas citer le nom, à Kinshasa. Alors, nous, on était choisis comme partenaire Microsoft pour accompagner l'entreprise à ce qu'on appelle un plan de redressement. Et pendant ce plan de redressement-là, ils devaient payer peut-être $60,000 à Microsoft. Bon, Microsoft était décidé, vous savez, les gens qui utilisent les logiciels avec des cracks et tout, quand Microsoft vient faire un audit chez vous et évaluer ce que vous avez, en tout cas là, Microsoft ne blague pas, hein. Il va vous couper ce qu'il va vous couper, il va vous traduire en justice, il va vous trouver des avocats forts pour récupérer son argent. Ils vont évaluer le nombre des machines et puis la perte qu'ils ont connue en tant qu'entreprise. Et puis vous êtes collaborateur des gens qui piratent des biens protégés, des copyrights protégés sur le plan international. Donc, je ne vous dis pas combien c'est pénible. Alors, bref, ce n'est pas ça le plus important dans l'histoire. Ce qui est important dans l'histoire, c'est que pendant mon séjour dans cette organisation, dans cette banque, je me suis rendu compte qu'il y avait un administrateur des réseaux qui avait modifié un mot de passe sur une base de données et pour lui permettre de voler de l'argent dans le système bancaire. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de vous abîmer, mais même si je le faisais, ce n'est pas un problème parce que vous êtes là pour ça, pour être prudent. D'arrêter de faire confiance aux gens parce que vous voyez qu'il va dans une église ou bien, je ne sais pas, il est imam, il est pasteur. Oh non, je vois, il chante souvent les chansons de Dieu. Les gens peuvent être des escrocs derrière tout. Donc, très important de pouvoir toujours penser à mettre en place un système où vous contrôlez ce que les administrateurs font. C'est ce qu'on appelle un contrôle d'accès. Le contrôle d'accès va se faire pour quel but? De contrôler les actions des administrateurs, de contrôler aussi les accès de ceux qui ne sont pas administrateurs. Donc, le contrôle d'accès, c'est un ensemble de méthodes informatiques et cet ensemble a pour rôle d'administrer l'accès aux ressources, c'est-à-dire l'administration, de contrôler les droits d'accès. C'est-à-dire, avant d'accéder à la qui êtes-vous? L'identification, l'authentification, et puis l'autorisation. Identifier les utilisateurs qui sont autorisés ou ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est souvent pour les besoins d'administration, d'identification, d'authentification ou d'autorisation que les contrôles d'accès sont mis en place. Dans votre réseau, j'imagine, tout le monde ne peut pas se connecter avec le mot de passe administrateur. Vous faites ça souvent quand vous avez verrouillé pour que les utilisateurs ne soient pas capables d'installer des logiciels eux-mêmes. Maintenant, vous, qui vous contrôle? Qui sait ce que vous faites? Et c'est là où ça devient dangereux. Ah, donc comme lui, il est directeur, il a 60 ans, il ne peut pas voler. Mais ça, c'est des histoires. Alors, il faut mettre en place des contrôles d'accès et ensuite les gérer. Nous avons dit qu'il y a 4 verbes clés, 4 verbes clés ou 4 notions clés. Administrer, administration, identifier, identification, authentifier, authentification, autoriser, autorisation. Au niveau de l'administration des contrôles d'accès, le but, c'est la gestion des comptes utilisateurs et le suivi des activités.
qui avait pu accéder et il a fait quoi? Deuxième chose, identification. C'est le processus par lequel un sujet prétend avoir une identité et donc une responsabilité. C'est-à-dire, on sait qu'il ne peut pas nier. Il y a non-répudiation. Il ne peut pas dire non, moi j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Donc, dans l'identification, le plus souvent, c'est le username et le password que les gens utilisent. Mais tous les systèmes informatiques actuels sont conçus de manière à générer ce qu'on appelle les journaux d'événements, les fichiers journaux ou les fichiers log, L-O-G. Et normalement, quand vous voulez faire le choix d'un logiciel, que ce soit pour la banque ou pour toute autre organisation qui se veut sérieuse, il faut regarder comment est-ce que ce logiciel a produit des logs. Est-ce que ce logiciel produit des journaux d'événements ou pas? Si ça n'en produit pas, ça sera difficile pour vous. On doit être capable de dire qui a fait quoi, qui a modifié telle table à telle heure. Et quand il a fait ça, il était assis sur telle machine. Voilà. Mais quand vous ne savez pas avoir ce genre d'informations-là, ça devient très difficile et très compliqué, même en termes de confiance. Là, j'allume ma caméra, ça peut rendre toujours le cours un peu plus vivant. Donc, très, très important. Excusez-moi, je baisse la caméra. L'authentification, là-bas, c'est un niveau où vous allez utiliser soit une combinaison de ce qu'on appelle des facteurs humains, l'empreinte digitale, la géométrie de la main, la reconnaissance du visage, la reconnaissance de l'iris, la reconnaissance de la rétine, pour certains même de la voix, la dynamique des signatures. Il y a aujourd'hui plein de trucs, même le pouls, le battement cardiaque, la manière dont le cœur de quelqu'un bat diffère toujours d'une personne à une autre. Donc, très important de savoir que ce sont des moyens qui peuvent être utilisés pour vous permettre de vous authentifier. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les facteurs d'authentification de type 3, c'est-à-dire des choses qu'on prend sur le corps humain. Et c'est important si vous pouvez intégrer ça dans votre bagage pour donner aux gens, permettre aux gens de fonctionner dans votre réseau. Alors, une fois que la personne a eu à mettre les mots de passe ou les combinaisons qui sont correctes, à mettre le doigt où on voit la biométrie qui correspond, la personne est autorisée, elle est authentifiée, elle est autorisée à avoir accès aux données, au réseau, à l'équipement, ou à la base de données ou à quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est très important d'implémenter les contrôles d'accès. Pourquoi? Parce que cela vous permet de gérer l'administration, l'autorisation, l'authentification et les accès des gens. Pardon. Les trois catégories de contrôles d'accès, il y a les contrôles d'accès préventifs qui sont déployés pour stopper une activité non autorisée de ce produit. Il y a les contrôles d'accès détectifs, c'est-à-dire ils sont déployés déjà là dans les équipements pour détecter ou identifier et découvrir une activité non autorisée. Ou encore, vous avez ce qu'on appelle le correctif pour restaurer les systèmes dans un état normal après qu'une activité non autorisée ait eu lieu ou se soit produite. Je vais donner des exemples pour chacun des trois. Au niveau préventif, il y a aujourd'hui des contrôles d'accès. Ça peut être des papiers, ça peut être des procédures, ça peut être un logiciel développé sur mesure, mais ça peut être aussi un équipement, un équipement qui est déjà embarqué avec un logiciel. Aujourd'hui, la plupart des firewalls, des pare-feux, ont déjà ça embarqué. Il y a un module qu'on appelle les IDS, IPS et IDS, Intrusion Detection System and Intrusion Prevention System.
L'IPS est là pour prévenir. Il va vous dire, non, telle personne veut accéder à tel trafic. Dernièrement, quand on faisait un exercice, je pense on scannait les vulnérabilités, j'ai entendu une personne dans cette classe dire non, mon antivirus est en train de refuser ce trafic. Cet antivirus a détecté que quelqu'un voulait avoir accès. Et souvent, les gens qui ont Symantec, ils ont ce genre de message-là. On dit que il y a telle machine qui cherche à accéder, on vous donne même son adresse IP. Donc, c'est pour prévenir, pour détecter, mais il y a aussi des systèmes de contrôle d'accès qui sont là aussi pour corriger une fois qu'il y a eu un problème. Les antivirus le font. L'antivirus, aujourd'hui, représente un outil qui peut faire les 3 étapes. À l'époque, Cisco avait un outil qu'on appelait le IDS. Cisco IDS, c'était un serveur Dell. Cisco avait signé un contrat avec Dell. Dell donnait le serveur, Cisco donnait le logiciel. Aujourd'hui, Cisco lui-même a créé sa gamme de serveurs et ils vendent ça même comme machine virtuelle. Vous pouvez acheter ça, on vous demande juste, vous allez tourner ça sous quel environnement? Vous dites Hyper-V, VMware, VirtualBox ou bien les KVM de Linux et tout ça. Donc, vous précisez juste et puis ils vont vous donner. N'oubliez pas les 3 catégories de contrôle d'accès. Il y a le niveau préventif pour stopper, le niveau détectif pour détecter, le niveau correctif pour corriger ou restaurer ce qui a été abîmé. La détection d'intrusion, j'en ai parlé tout à l'heure, ça consiste à analyser les informations collectées par les mécanismes d'audit de sécurité en utilisant un système qui effectue la détection d'intrusion d'une manière automatique. Ça peut être un logiciel, tout comme ça peut être un hardware. Son but est de surveiller tout ce qui se passe dans votre réseau. Regardez les vulnérabilités. Regardez pourquoi cette adresse IP me ping. Ah, il me ping un peu trop. Hein. Le matin, il m'a ping. À midi, il me ping. Ah non, c'est qu'il me cherche un problème. Il est là pour regarder le comportement du réseau, le comportement du trafic. Et l'IDS est là aussi pour vous permettre de comprendre les niveaux de menaces auxquels vous êtes exposés. Et cela peut peut-être vous aider, vous pousser à reconfigurer les équipements, comme on dit en anglais, les Internet Facing Devices, les équipements qui sont connectés directement à l'Internet, les routeurs, les firewalls, et leur empêcher de recevoir des attaques. Vous allez remarquer, par exemple, sur Symantec, on va vous dire Symantec a verrouillé le trafic venant de telle machine pendant autant de secondes. Symantec a verrouillé l'accès à telle machine et pendant peut-être 1 heure, cette machine ne pourra plus communiquer avec vous. Je suis en train de chercher le prototype de ce message-là. Donc, il bloque le trafic et voilà. Voilà, je vais vous partager le lien. Pour ceux qui ont Symantec, hein, je ne fais pas la publicité de Symantec, mais bon, je sais qu'il le fait. Je sais qu'il le fait parce que je l'ai beaucoup utilisé dans ma vie peut-être aussi, mais c'est parmi les meilleurs, hein, qu'on se le dise. Voilà. Donc, le message là est souvent un peu clair. Il vous dit juste Symantec a verrouillé l'accès de trafic et il vous dit que pendant peut-être 60 minutes, cette machine-là ne pourra plus vous envoyer
des requêtes. Et c'est ça le rôle d'un IDS, à vrai dire. C'est vrai que là, c'est au niveau antivirus, mais vous voyez, il le bloque à l'intérieur du réseau. Mais il devrait y avoir un équipement, par exemple, à la sortie du réseau, là où tout le monde se connecte à Internet. Là, c'est un modèle, blocage du trafic en direction ou en provenance d'un serveur spécifique. Quand Symantec le fait, vous pouvez le faire manuellement, c'est-à-dire vous allez, ça c'est une procédure pour le faire manuellement, mais sinon, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez laisser Symantec lui-même le faire, je veux dire, et, et Symantec lui-même va vous dire qu'il a bloqué l'accès à telle ou à telle personne, donc parce qu'il a trouvé une activité suspecte. Alors, je suis en train de partager. Ah là là. Aujourd'hui, c'est pas évident avec la pluie. Mais bon, on se bat. L'Internet n'est pas fameux. Hein. Internet n'est pas fameux. Donnez-moi une minute. Voilà. Voilà, c'est bon. Je pense que vous voyez mon écran. J'essaie d'agrandir. Voilà, les messages de notification sont de ces genres. Le trafic de l'adresse IP tel est bloqué. De 14 février 2010, on te donne l'heure pendant laquelle ça sera bloqué. L'attaque d'analyse de port est consignée. C'est-à-dire que quand Symantec estime que ce qui s'est passé là, c'est un attaque. Et c'est pour ça que c'est toujours, pardon, c'est une attaque. C'est toujours important de pouvoir aller dans les journaux d'événements parce que tout système sérieux va aller mettre ces informations sur un journal. Et vous allez juste, en tant qu'agent, personne travaillant dans la sécurité informatique, vous allez juste aller consulter les journaux d'événements. Et dans les journaux d'événements, vous saurez ce qui s'est passé en ce jour-là. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter, hein, à se poser telle ou telle question. Les journaux d'événements vont vous renseigner sur tout. Ils vont vous dire que telle personne a fait ceci, tel autre a accédé à cela. Très important, donc, de savoir mettre en place un outil, voilà, de détection. Oh, sorry, je suis entré en arrière. Voilà. Alors, les contrôles d'accès, nous avons dit qu'il faut garder les trois niveaux, sont préventifs, détectifs et correctifs. La prévention, c'est pour stopper avant que ça n'arrive. La détection, c'est pour détecter au cas où il y a une activité suspecte. Et la correction, c'est pour corriger. Comment est-ce qu'on peut implémenter des contrôles d'accès? On peut le faire à trois niveaux. On a des CA ou les contrôles d'accès administratifs. Ça représente un ensemble de politiques et de procédures pour mettre en œuvre et appliquer un contrôle d'accès global. Vous avez les contrôles d'accès logiques et techniques. Là, ce n'est plus l'administratif, ce n'est plus des papiers, ce n'est plus des procédures administratives, mais c'est une logique derrière de la technique qui va se baser sur un logiciel ou bien sur un matériel spécialisé. Et ce matériel est capable de gérer, de protéger l'accès aux ressources demandées. Et n'oubliez pas le contrôle d'accès physique qui représente les barrières physiques déployées pour éviter le contact direct avec les systèmes. Ne laissez pas les gens accéder à vos systèmes n'importe comment. Voilà. Au niveau de la détection d'intrusion, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Il y a des logiciels et des matériels spécialisés. La plupart des firewalls aujourd'hui sont déjà basés IDS, ce qu'on appelle le NIDS, Network Based IDS. Ça vient déjà avec. Ça peut capturer déjà le réseau, le trafic du réseau. Voilà un type de dessin de Network Based
IDS. On vous montre comment est-ce que vous avez ici l'Internet, vous avez le routeur qui fait face à Internet, et puis derrière, vous avez le firewall. Et directement, après le firewall dans votre réseau, c'est le Network-Based IDS qui est là. C'est lui, au fait, si jamais il y a un attaquant, c'est lui qui va s'exposer le premier. Pourquoi? Parce qu'il reçoit toutes les informations. Ça, c'est de manière logique, mais le NIDS peut être lui-même aussi le firewall. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit toutes les requêtes et les tentatives venant de l'extérieur. Vous avez les HIDS ou Host-Based IDS qui sont installés sur les hôtes. C'est-à-dire, on les met comme logiciel supplémentaire et là-bas, ça va commencer à monitorer les activités suspectes, les activités d'un utilisateur malveillant. Et les IDS hôtes installés sur les PC peuvent détecter les intrusions locales uniquement et ça ne va pas aller vers le réseau parce que c'est installé comme un logiciel dans toutes ces machines que vous êtes en train de voir en jaune. Là, ce n'est plus le premier schéma qu'on avait où on avait un truc rouge là, mais le moteur est uniquement dans le PC. Donc, on va surveiller que spécifiquement le PC et puis on va aller dans les journaux d'événements, aller retrouver les informations. Alors, les méthodes de détection, il y a des méthodes par signature d'attaque. Aujourd'hui, par exemple, on connaît que tel virus agit de telle façon, c'est ce qu'on appelle une signature d'attaque. On sait que tel virus génère tel paquet. Je vais vous montrer quelque chose. Depuis qu'on a commencé les cours sur la sécurité informatique, je ne fais que vous demander d'aller sur les sites des constructeurs d'antivirus, par exemple. J'insiste souvent, mais bon, j'espère que vous le faites. Je vais vous montrer quelque chose parce que les gens qui travaillent dans le monde d'antivirus, ils ont une façon de travailler et ils communiquent aujourd'hui. Si Kaspersky a identifié quelque chose de mauvais, Kaspersky va publier ça dans le monde entier, dans la base de données de ce qui est dangereux. Comme ça, tout le monde peut savoir quel est le virus le plus dérangeant, quel est le virus qui est en train de troubler actuellement, on va dire, la planète. Alors, je vais partager une fois de plus mon écran, cette fois en choisissant l'onglet des antivirus. Voilà. Pourquoi je suis entré ici? Parce que je suis en train de vous parler des signatures. Les antivirus sont capables de reconnaître la signature d'un virus quelconque. Eux tous harmonisent leur base de données. Donc, quand vous êtes sur le site de McAfee, par exemple, ici, McAfee peut vous parler des tas de virus qu'il connaît, qu'il a peut-être dont il a déjà avec qui il a eu déjà un combat. Là, je suis sur le site de Kaspersky. Sur le site de Kaspersky, souvent, nous, on regarde que l'argent, ça coûte combien, mais il n'y a pas que ça. Il y a des données importantes sur les virus dans le monde que vous devez chercher à connaître. Et puis, il y a Symantec. Vous savez que Symantec a été racheté par Broadcom. Donc, maintenant, le produit est resté toujours Symantec. Et ils ont cet antivirus qu'on appelle Symantec Enterprise Cloud. C'est-à-dire, au lieu d'installer un serveur antivirus sur site, vous souscrivez juste à un abonnement d'antivirus dans le cloud. Microsoft lui-même va continuer à produire pour vous les antivirus et vous faites les mises à jour directement chez Microsoft. C'est à privilégier si vous avez une bonne connexion Internet. Si vous avez 200 machines et que toutes les 200 machines doivent aller pour chercher la mise à jour, ça sera très difficile. On dirait que quelqu'un voulait parler.
Oui, je voulais juste signaler qu'il y a cette aussi qui cherche bien. Ils ont un serveur cloud. On ne vous entend pas très bien, hein. On vous entend deux fois. Ah bon, ma connexion doit Est-ce que avoir vous pouvez essayer de réussi. vous déconnecter, vous reconnecter? Peut-être ce n'est pas la connexion, peut-être juste c'est un bug, hein. Si quelqu'un a compris ce qu'il disait, il peut peut-être traduire pour nous, hein. Moi, en tout cas, je n'ai rien compris parce que j'entendais qu'un écho. Monsieur Willy, vous pouvez parler, hein? J'avais demandé de quitter et revenir. Bon, vous n'avez pas quitté, donc essayez de parler au moins. Peut-être vous aviez quelque chose à dire. Bon, apparemment, j'ai un souci de la connexion. Vous ne me captez pas. Bon, essayez de parler. On va essayer de lire, hein. Oui, je voulais juste ajouter que S7 aussi a cette solution. Il y a S7 Cloud. Donc, vous installez ça et puis ça vous permet de générer les mises à jour qui peuvent être déployées sur Ah, OK, je comprends. les machines OK. clients. En fait, voilà. Merci beaucoup pour votre contribution. Presque tous les antivirus aujourd'hui ont ça. Avec la montée en puissance du cloud, on se dit peut-être que quelqu'un n'aura pas la facilité de gérer lui-même toute une machine d'antivirus. Ils mettent ça dans leur cloud. Vous payez ce qu'on appelle un cloud SA cloud. Software as a Service, SaaS. Donc, vous souscrivez juste à un SAS et eux, ils vont vous donner les mises à jour et ils vont vous donner accès à la console d'administration. Pardon. Vous pouvez regarder le parc informatique, connaître quel est le virus qui me menace, quel est le virus qui est présent et ainsi de suite. Merci pour votre contribution. Donc, ça, c'est devenu aujourd'hui la norme. Beaucoup de gens, ils n'ont peut-être pas un serveur où ils vont installer, ils disent, ah, au lieu de payer la licence à peut-être à $10,000, à $7,000, je prends une souscription de $10 par mois pour mes machines. Et des fois, ça baisse le budget. Je n'ai donné qu'un exemple, hein. Je n'ai pas les prix, surtout les constructeurs ou les concepteurs d'antivirus. Voilà. Revenons à notre document. Donc, j'étais en train de parler des signatures d'attaque pour montrer que les fabricants d'antivirus récupèrent les signatures et ils partagent ça. Non, non, celui-là, c'est tel virus. Ils peuvent connaître aussi ce qu'on appelle la reconnaissance des schémas déjà connus, générés par une ou plusieurs autres sondes des signatures d'attaque. Alors, l'avantage et les avantages et les désavantages de la méthode de détection par signature, c'est que d'abord, c'est une simplicité dans sa mise en œuvre, la rapidité du diagnostic, la précision, dépendamment des règles en place, et puis, il y a très peu de faux positifs. J'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous connaît un faux positif. Si vous avez déjà entendu parler d'un faux positif, à vous la parole. J'ai vu que j'ai parlé tout seul. Un faux positif, c'est quoi, selon vous? Oui, Monsieur Roger, c'est Samuel. J'aimerais essayer de répondre à la question. Je pense qu'un faux positif, c'est lorsqu'un logiciel n'est pas dangereux ou offensif, mais il est déclaré par un système comme étant dangereux ou offensif. Je pense que c'est ça. J'espère que les autres ont compris ce que vous vouliez dire, hein.
Moi, vraiment, je n'ai pas compris. C'était trop intelligent. Essayez de baisser un peu les niveaux, comme si vous parlez à un monsieur de la rue. Au fait, un faux positif, c'est À lorsque quelqu'un qui ne l'on connaît pas alerte. l'informatique. Oui, oui. Lorsque l'on alerte un événement ou une situation comme étant dangereuse ou offensive, alors qu'en réalité, elle n'est pas dangereuse ou offensive. C'est une sorte d'erreur d'alerte. OK, merci beaucoup. Et dans ce cas, dans le cas contraire, c'est quoi un faux négatif? Un faux négatif, dans ce cas-là, ça serait lorsqu'une situation ou un événement est dangereux, mais on le déclare comme étant non dangereux. Je pense que c'est ça. Merci. La réponse est très exacte. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous avez bien répondu. Donc, le faux positif, c'est ça. Quelque chose qui n'est pas dangereux, mais on est en train de vous dire que c'est dangereux. Et le faux négatif, c'est quelque chose, on vous dit, ah non, ne te dérange pas. Mais, et pourtant, c'est une maladie qui va te conduire à la mort. Alors, je vous ai envoyé dans le chat le lien pour lire, hein, juste. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est un article qu'on intitulé Le faux positif, la fausse alerte qui fait perdre du temps et de l'argent. Donc, c'est très important de pouvoir le lire parce que dans la cybersécurité, on parle beaucoup de faux positifs et c'est aussi une forme d'attaque aujourd'hui. Hein. Les gens vous font perdre le temps avec un faux positif pendant que vous vous trompez d'ennemi et ils peuvent alors calmement travailler dans tel ou tel domaine pour vraiment bien vous finir, quoi. Donc, très important de savoir distinguer qu'avec la méthode par signature, les faux positifs sont très peu nombreux, c'est-à-dire qu'il y a une certaine précision. Mais les inconvénients de cette méthode, c'est que ça ne détecte que les attaques connues. Il faudrait qu'il y ait un répertoire d'attaques. Parmi les inconvénients aussi, il faut faire régulièrement la maintenance de la base parce que mettre à jour, tel virus vient d'être trouvé. Et puis, il y a des techniques d'évasion possibles dès lors que les signatures sont connues. Une fois que les signatures sont devenues très populaires, même les fabricants de ces signatures peuvent eux-mêmes trouver des parades. Ils savent que nous, on est arrêtés. Le deuxième type de détection, c'est ce qu'on appelle en anglais by behavior, par comportement. On va regarder le comportement du système cible et on regarde son comportement par rapport aux autres. On dit, ah, les machines, quand on vient d'installer un Windows, par exemple, 10, le fichier des logs est de 5 kilobytes. Mais pourquoi cette machine, le fichier des logs, c'est 10 mégas? Quelque chose d'anormal. Et on regarde si le comportement de la machine est correct ou ne l'est pas. S'il n'est pas correct, alors une alerte sera lancée. OK. La méthode de détection par comportement a comme avantage, c'est que ça permet la détection d'attaques inconnues, même alors que la méthode précédente ne se basait que sur du connu. Elle facilite la création des règles adaptées à ces attaques et elle est très difficile à tromper. Et les inconvénients, c'est que les faux positifs sont nombreux, tellement ils attaquent en désordre. Par moment, ils attaquent des innocents. Comme on dit en jargon, il prend des innocents pour coupables et il prend des coupables pour des innocents. Et il peut générer un profil un profil dans ces systèmes-là est très complexe et les diagnostics longs en cas d'alerte
pour évaluer l'efficacité des AIDS, on va utiliser 3 critères principaux. Le premier critère, c'est l'exactitude. Est-ce que c'est que l'AIDS faux et faux? Est-ce qu'il dit être vrai et vrai? Deuxièmement, c'est sa performance. Quel est le taux, la vitesse de traitement, la fréquence de traitement des événements? Si le taux est faible, c'est que la détection en temps réel est donc impossible. Après, il y a ce qu'on appelle la complétude. Si l'AIDS rate la détection d'une attaque, ce critère est plus difficile parce qu'il est impossible d'avoir une connaissance globale sur les attaques. Et ce critère correspond en fait au faux négatif. Savoir combien est-ce qu'il peut, comment est-ce qu'il peut produire des faux négatifs et combien de faux négatifs on a. On va se dire, voilà, les chiffres sont exacts, la performance est là, la complétude est là, c'est-à-dire ce qu'il apporte comme détection, c'est complet. Il n'y a pas trop de faux. La complétude, pour ceux qui ont qui ont aimé les mathématiques, c'est un peu comme quand on fait la différence dans un ensemble. On va dire que la différence d'un ensemble avec un autre, ce sont les éléments qui manquent pour qu'ils soient complets, pour qu'ils soient les mêmes. La complétude, c'est ce qui manque pour totaliser l'ensemble ou totaliser l'unité. Et ici, par complétude, on entend qu'est-ce que, parmi les 100% des choses à détecter, combien ont raté ou combien ont réussi. Voilà. C'est cette moyenne-là. Plus l'AIDS est capable de donner les chiffres précis, et plus on dit qu'il est correct. Voilà. Les AIDS sont bons, mais ils ont quelques points négatifs. La technologie est trop complexe. Ça nécessite un degré d'expertise élevé. Et souvent, ça génère des fausses alertes. Fausses alertes, hein, je peux vous rassurer de ça. Et la plupart des trouve immatures. Aujourd'hui, d'ailleurs, les moteurs d'AIDS de l'époque sont embarqués dans ce qu'on appelle les New Generation Firewall, NGFW, les nouveaux, eux au moins, les nouveaux comment on dit, les nouveaux firewalls embarquent maintenant ces moteurs-là. Palo Alto, Fortinet, FortiGate. Ils ont un modèle beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligent. Alors, les pare-feux, j'ai prévu d'en parler la séance prochaine. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais rappeler d'abord, avant qu'on me pose des questions, que l'essentiel d'aujourd'hui, c'était de mettre en place la mise en place des contrôles d'accès. Il faudrait savoir mettre en place des contrôles d'accès administratifs, physiques et logiques. Demain, nous ferons un exercice sur l'installation de l'antivirus, d'un serveur antivirus, pas l'antivirus comme tel. Et je rappelle encore, essayer d'accéder au court-temps pour que dans les différents groupes qu'on a créés, ce soit vivant. Après cet exercice, si on finit à temps, on va parler des access lists au niveau réseau. Comment est-ce qu'on peut créer les access lists, les 3 types de contrôle d'accès, ce qu'on appelle les ACL standards, les ACL étendus, les ACL nommés, et on va voir comment est-ce qu'on peut évoluer par rapport à ça. OK. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est temps dans 8 minutes. J'aimerais avoir votre retour si jamais quelqu'un aurait une question. Si quelqu'un a une question, il peut nous la poser. Si vous avez une question, allez-y. Ben, s'il n'y en a pas, je ne vais pas forcer, hein.
Oui, Monsieur Roger, c'est Monsieur Abel. J'ai une question, c'est par rapport à la documentation des cours, puisque actuellement, là, ce n'est pas facile pour moi d'accéder aux cours. On m'a dit qu'il y a un problème avec le serveur. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible que vous puissiez partager ces documents? Le document sera partagé dans la plateforme. J'ai aussi dit que M. Vivien est en train de travailler sur les accès. Euh, le serveur, ce n'est pas vraiment notre serveur à nous. Nous avons aussi payé. Nous payons sur une plateforme. C'est cette plateforme qui a eu un problème. Mais on a trouvé avec eux euh, la bonne façon de faire. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes parmi vous ici avec qui M. Vivien a travaillé, M. Julio, M. Mazo, je pense. J'imagine hein, qu'ils ont fini déjà avec eux. Donc, euh, on va, on va essayer de voir vraiment jusque demain matin. Je pense que demain, quand on se verra pour le coup, vous aurez déjà accès à tout le contenu. Je sais que moi-même, ça me dérange beaucoup, mais désolé vraiment, mais on va y arriver. Merci. Je ne sais pas si vous avez écouté ma réponse. Oui, je vous ai suivi. Merci. Yeah. Quelqu'un d'autre aurait une question? Oh, bon, je pense que vous êtes trop busy là. Hein. C'est bon, il va être 16 heures, hein? Il va être 16 heures à Kinshasa et pour nos amis qui sont à l'Est, l'heure a encore avancé. Donc, c'est ça un peu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rendez-vous demain et nous allons avoir cet exercice et puis le cours. Merci et excellente soirée à vous. À demain. Merci pareillement. Merci.